Mon nom est Fiona Marshall. J'ai 27 ans. Et la nuit où mon frère m'a traité de parasite, j'ai appris exactement à quel point une personne peut être silencieuse quand quelque chose se brise enfin en elle. Il ne l'a pas simplement dit à voix basse ou murmuré comme une insulte qu'il pourrait retirer plus tard. Il l'a hurlé à travers le salon alors que mes sacs étaient déjà à moitié faits par les mains de quelqu'un d'autre. « Tu es un parasite qui s'accroche à cette famille », a-t-il dit avec le visage rouge comme si je lui avais volé quelque chose. Ensuite il a attrapé un de mes sacs de sport pour le traîner jusqu'à la porte d'entrée et le jeter sur le porche. « Va trouver un autre hôte. » J'ai regardé ma mère en attendant ne serait-ce qu'un mot ou un clignement d'œil ou un minuscule signe qu'elle se souvenait que j'étais sa fille. Mon père se tenait près du couloir avec la bouche à moitié ouverte mais aucun son n'est sorti. Alors je n'ai pas supplié. Je n'ai pas donné d'explication. Je ne leur ai pas rappelé qui payait la facture d'internet ni qui empêchait les factures d'eau et d'électricité de s'accumuler. Je n'ai pas rappelé qui gérait chaque mot de passe et chaque abonnement et chaque avis de renouvellement qu'ils étaient trop occupés ou trop fiers pour comprendre. J'ai pris mes sacs pour sortir dans le froid et j'ai fermé la porte derrière moi sans la claquer. C'était la partie dont ils auraient dû avoir peur car la colère fait du bruit. Mais la paix peut appuyer sur un bouton à la fois. À minuit j'étais assise sur le canapé de ma meilleure amie avec mon ordinateur portable ouvert. Je retirais calmement mon nom de chaque compte que j'avais maintenu à flot pendant des années. Et à exactement 7h30 le lendemain matin mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon frère. Quand j'ai répondu il ne riait plus. Avant de vous dire ce qui s'est passé après cet appel, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage car quelque part ailleurs une autre personne a besoin d'entendre ce qui se passe quand la personne qu'ils ont qualifiée d'inutile cesse enfin d'être utile. Je vivais dans cette maison depuis 9 mois avant que tout n'explose. Non pas parce que je voulais retourner dans ma chambre d'enfant à 27 ans mais parce que l'agence de marketing pour laquelle je travaillais a perdu 3 gros clients et la moitié du personnel a été licencié en un après-midi. J'ai postulé partout. Des agences et des restaurants et des emplois administratifs à distance et des petites entreprises qui avaient besoin d'aide en stratégie de marque ou tout ce qui pouvait me redonner une stabilité. Pendant que j'attendais, j'ai travaillé en tant que travailleuse indépendante. J'ai créé des calendriers de contenu pour une boulangerie et j'ai réécrit les descriptions de menus pour un restaurant. J'ai nettoyé la fiche Google d'un salon et j'ai conçu des modèles de courriel pour une entreprise de toilettage pour chiens. Ce n'était pas prestigieux mais c'était du travail. À la maison personne n'appelait cela du travail. Ma mère appelait cela du bricolage. Mon frère appelait cela jouer sur mon ordinateur. Mon père restait la plupart du temps silencieux. Et le silence peut ressembler à un accord quand tout le monde vous juge. La vérité était que je faisais plus pour cette maison que quiconque ne l'admettait. Le compte internet était à mon nom car mes parents voulaient un meilleur tarif il y a des années. Je gérais le bouquet de télévision par câble et les applications de lecture en continu et le stockage en nuage. Je m'occupais aussi des forfaits téléphoniques familiaux et de l'abonnement pour l'entretien de la pelouse et du plan de caméra de sécurité ainsi que des rappels de renouvellement. J'ai configuré le paiement automatique et stocké les mots de passe. J'appelais le service client et gérais chaque problème car ma mère détestait les mots de passe. Mon père détestait les formulaires en ligne et mon frère disait qu'il avait du vrai travail à faire. Ainsi la femme qu'ils appelaient un fardeau faisait discrètement tourner la maison. Mon frère avait sa propre maison de ville mais il restait chez mes parents pendant les rénovations et utilisait le bureau de mon père pour ses appels de vente. Il vendait de l'équipement médical et adorait rappeler à tout le monde l'importance de ces réunions. Ma mère le traitait comme si le succès en personne avait franchi la porte. Ensuite elle se tournait vers moi pour me demander si j'avais enfin trouvé un vrai travail. La nuit où il m'a mise à la porte a commencé pendant le dîner. J'avais cuisiné et mis la table et réinitialisé le routeur 2 fois pour ses appels vidéo et je suis quand même devenu le problème avant le dessert. Il s'est vanté d'un accord avec un hôpital puis s'est moqué de mon travail indépendant en le qualifiant de faux. J'ai dit que je contribuais. Il a ri et a demandé ce que je contribuais exactement. Des mots de passe de réseau sans fil et Netflix. Je lui ai rappelé que plusieurs de ses comptes étaient à mon nom et payés avec ma carte. Son visage a changé. Il s'est levé et a hurlé « Tu es un parasite qui s'accroche à cette famille. Tu déguises ta dépendance en aide. » Ma mère ne m'a pas défendu. Elle a dit peut-être que la vérité fait mal car j'avais besoin de l'entendre. Mon frère a traversé le couloir en trombe pour fourrer mes vêtements dans des sacs et les jeter sur le porche. Mon père restait là avec la bouche à moitié ouverte sans rien dire. Ma mère a croisé les bras et a dit « Ne reviens pas avant d'avoir compris la gratitude. »
Alors je suis parti. J'ai appelé ma meilleure amie Kelsey Warren depuis l'allée et elle m'a laissé venir chez elle. Vers minuit et après que mes mains ont cessé de trembler, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas piraté ni volé ni touché quoi que ce soit qui ne m'appartenait pas. Je me suis simplement connecté à chaque service à mon nom et je me suis retiré. L'annulation de l'Internet a été programmée. Le câble a été coupé. La lecture en continu a été arrêtée. Le stockage en nuage a été rétrogradé. Les options téléphoniques ont été supprimées. Le paiement automatique pour l'entretien de la pelouse a été stoppé. L'abonnement aux caméras de sécurité a été suspendu. Le portail d'assurance a été informé que je n'étais plus la gestionnaire des paiements. Ensuite j'ai envoyé un courrier électronique à E3. À partir de ce soir je ne gérerai ni ne paierai plus les comptes de la maison à mon nom. Veuillez transférer tous les services immédiatement. J'ai sauvegardé chaque confirmation et fermé mon ordinateur en me demandant combien de temps il leur faudrait pour s'en rendre compte. Au matin mon téléphone sonnait déjà. Le premier appel est arrivé à exactement 7h30. J'étais sur le canapé de Kelsey à moitié réveillé en attendant du café et en essayant de terminer une proposition de travail indépendant pour un groupe de restaurants à Minneapolis. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon frère. Je l'ai laissé sonner. Puis ma mère a appelé. Ensuite mon père a envoyé un texto disant « Fiona, réponds s'il te plaît. Il y a un problème avec Internet. » J'ai répondu à l'appel suivant. Mon frère n'a pas dit bonjour. Il a hurlé « Que as-tu fait ?» Sa voix s'est brisée et pour la première fois il ressemblait moins à l'enfant prodige et plus à un homme qui venait de réaliser que le sol sous ses pieds n'était pas solide. J'ai demandé pourquoi il m'appelait. Il a crié que le réseau sans fil était en panne et que le câble était coupé et que la sonnette intelligente était hors ligne et que son ordinateur ne pouvait pas accéder à un dossier partagé dont il avait besoin pour une présentation à l'hôpital. En arrière-plan j'entendais ma mère demander si la télévision était cassée elle aussi et mon père marmonner que les lumières du routeur clignotaient en rouge. Mon frère avait une réunion virtuelle à 8h avec son patron Victor Ramsey et un acheteur important d'un hôpital nommé Dr Martin Keller. C'était l'accord dont il s'était vanté au dîner. Maintenant le fichier de présentation dont il avait besoin se trouvait dans un dossier en nuage que j'avais payé et organisé. Je lui ai dit que je ne lui avais rien fait. J'avais simplement arrêté de gérer les comptes à mon nom. Il a dit que j'avais annulé l'Internet Express avant sa plus grande réunion. J'ai répondu qu'il m'avait dit de trouver un autre hôte alors je me suis détaché de la maison. Il a juré et a dit que la feuille de prix manquait dans sa copie locale. Je lui ai dit qu'un directeur régional des ventes devrait probablement sauvegarder les fichiers importants avant un appel majeur avec un client. Il m'a traité de mesquine. J'ai failli rire. Être mesquine aurait consisté à hurler. Être mesquine aurait été de prévenir son patron que l'homme qui vendait des systèmes hospitaliers ne pouvait pas gérer un routeur sans sa petite sœur. Ce que j'ai fait était beaucoup plus silencieux. J'ai retiré mes mains du volant et la voiture a dérivé exactement là où il l'avait dirigée. Ma mère a pris le téléphone et a changé de voix. Fiona ma chérie, rallume tout et nous pourrons parler plus tard. J'ai dit qu'ils avaient le temps de parler la nuit dernière. Ils ont choisi de ne pas le faire. Elle a dit que mon frère était allé trop loin mais cela ne ressemblait pas à des excuses. Cela ressemblait à une clé essayant d'ouvrir une porte verrouillée. Je lui ai dit que je ne réactiverais rien à mon nom et que je ne paierais aucune autre facture et que je ne réinitialiserais plus aucun mot de passe. S'ils voulaient du service, ils pouvaient ouvrir leur propre compte. Mon frère est revenu au téléphone et a hurlé « Est-ce que tu réalises ce que cela pourrait me coûter ?» J'ai dit « Est-ce que tu réalises ce que cela m'a coûté d'être traité comme un fardeau pendant que je maintenais ta vie en ordre en arrière-plan ?» Il a dit « C'était du sabotage. » J'ai dit « Non Derek. C'est la responsabilité qui est rendue à son propriétaire. » Je renifle. Il a menacé de le dire à toute la famille. Je lui ai dit d'inclure la partie où il a jeté mes sacs dehors et m'a dit de trouver un autre hôte. Il a raccroché. 1 an plus tôt je me serais excusé et j'aurais tout réparé. Au lieu de cela j'ai posé le téléphone et j'ai envoyé ma proposition. À midi les cris ont cessé. Mon père a demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un endroit neutre. Ma mère a dit qu'elle voulait dissiper les malentendus. Mon frère n'a rien dit pendant 3 heures, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'étaient pas encore désolés. Ils étaient coincés et les gens coincés déguisent souvent la panique en regret. J'ai accepté de les rencontrer le lendemain matin dans un café près de l'appartement de Kelsey. Pas à la maison ni dans leur cuisine.
Cette fois je choisirai la table et la chaise et les conditions. Je suis arrivé au café 20 minutes en avance car je voulais être assise quand ils entreraient. Après des années à être convoqué dans des pièces où tout le monde avait déjà décidé ce que j'étais, le fait de m'asseoir en premier ressemblait à du pouvoir. J'ai choisi une table près de la fenêtre et j'ai commandé un café et j'ai placé mon téléphone à côté de ma tasse avec l'enregistreur prêt. Je connaissais ma famille. Si je ne me protégeais pas, l'histoire deviendrait que Fiona a fait une crise de colère et a coupé les services de la maison parce que personne ne la félicitait assez. Ma mère est arrivée la première avec le visage rigide qu'elle utilisait quand elle voulait que les étrangers pensent que tout allait bien. Mon père a suivi avec un air fatigué. Mon frère est arrivé en dernier avec la mâchoire serrée et son téléphone à la main. Personne ne m'a prise dans ses bras. C'était très bien. Je n'étais pas venu pour du réconfort. Ma mère s'est assise et a dit « Nous avons peut-être été durs ». Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle bouge sur son siège. Nous avons peut-être été durs n'était pas une excuse. C'était un bulletin météorologique. Mon père a dit qu'ils avaient besoin d'aide pour transférer l'Internet et les options téléphoniques et les caméras de sécurité et le portail d'assurance. Mon frère a marmonné que tout cela aurait pu être évité si j'avais agi comme une adulte. J'ai souri et j'ai dit « Tu as raison. Cela aurait pu être évité si les adultes de cette maison géraient leur propre compte. » Ma mère a pris une grande inspiration. J'ai levé une main. Pas de cri. Si quelqu'un élève la voix, je pars. Pour une fois, ils ont écouté. J'ai commencé par le compte internet, puis le bouquet de télévision par câble et les applications de lecture en continu et le stockage en nuage et le forfait téléphonique et l'entretien de la pelouse et les caméras de sécurité et les rappels d'assurance. J'ai expliqué que je stockais les mots de passe et que j'organisais les documents et que j'appelais les fournisseurs et que je suivais les dates de renouvellement et que je résolvais chaque petit problème avant qu'il ne devienne visible. Ensuite je me suis tourné vers mon frère. Je lui ai rappelé que j'avais configuré ses étiquettes personnelles de gestion de la relation client et nettoyé son dossier de proposition de vente et reconstruit sa diapositive de prix et codé par couleur son calendrier de suivi avant l'une de ses évaluations trimestrielles. Il a ensuite dit à tout le monde qu'il avait passé une nuit blanche et sauvé le compte. Il n'a jamais fait mention de moi. Ma mère avait l'air confuse comme si elle entendait parler d'un étranger. J'ai dit que je préparais le dîner entre les appels de clients. Je postulais pour des emplois tout en attendant en ligne avec les compagnies d'eau et d'électricité. Je payais pour des services que vous utilisiez tous les jours tout en m'entendant dire que je ne contribuais pas. Vous ne voyez pas mon travail parce que faire semblant de ne pas le voir rendait vos vies plus faciles. Mon frère a dit « Allez, les mots de passe et les abonnements ne sont pas exactement héroïques. » J'ai hoché la tête. Alors il devrait être facile pour toi maintenant. Il n'avait pas de réponse. J'ai sorti un dossier de mon sac. À l'intérieur se trouvait une liste de chaque compte que j'avais géré avec chaque étape de transfert et chaque confirmation d'annulation et chaque date de renouvellement et chaque numéro de service client. Ma mère a tendu la main vers lui. J'ai gardé ma main dessus. Il y a des conditions. Mon frère a ri. Tu apprécies vraiment cela? J'ai dit non, j'y survis. Les comptes devaient être transférés dans les 7 jours. Je ne paierai pas un centime de plus. Je ne prendrai pas d'appel d'urgence concernant les mots de passe ou les routeurs ou les factures ou les abonnements ou ces fichiers de travail. Ils arrêteraient de dire aux proches que j'étais instable ou ingrate. Mon frère enverrait des excuses écrites pour m'avoir traité de parasite et avoir jeté mes affaires dehors. Et pendant 3 mois il n'y aurait aucun contact à moins que ce ne soit une véritable urgence de santé. Ma mère a dit que je les punissais. J'ai dit non, je rends la responsabilité à ses propriétaires. Mon père a calmement demandé si je voulais bien les aider à tout transférer une fois. J'ai accepté un appel vidéo avec Kelsey dans la pièce comme témoin. Après cela il devait se débrouiller seul. Mon frère a fixé le dossier comme s'il l'humiliait. C'était peut-être le cas. Il avait passé des années à être l'exemple de réussite alors que j'étais le contre-exemple à ne pas suivre. Maintenant sa réunion avait échoué car il ne pouvait pas accéder aux fichiers que j'avais organisés sur le réseau internet que je payais à l'intérieur de la maison. Il a dit que j'étais épuisante. Finalement il a dit « C'est bon, envoie les instructions ». J'ai dit « Ce n'est pas bon. Dis que tu comprends les termes ». Son visage s'est crispé. Je comprends les termes. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Quand je suis sorti, il appelait déjà un fournisseur d'accès à Internet avec la voix polie qu'il réservait aux clients. Je suis resté dehors à respirer l'air froid et j'ai réalisé que je n'avais pas ruiné leur vie.
J'avais seulement arrêté d'organiser la mienne autour de leur confort. J'ai tenu ma promesse et c'est ce qui leur a rendu impossible de me qualifier de cruel. J'ai envoyé les instructions et j'ai rejoint un appel vidéo programmé et je les ai guidés à travers le processus de transfert comme si je formais des clients que je n'aimais pas beaucoup. Kelsey était assise à proximité comme témoin. Ma mère a pris des notes avec une concentration rigide. Mon père a posé des questions normales. Mon frère a constamment interrompu puis s'est irrité quand les sites web se sont comportés exactement comme je l'avais prédit. Le fournisseur d'Internet exigeait un nouveau propriétaire de compte. La compagnie de câble avait besoin des numéros d'équipement. Le service de caméra de sécurité exigeait une authentification à 2 facteurs. La compagnie de téléphone n'a pas laissé mon frère changer le forfait de données sans ses propres informations de facturation. Chaque petite étape l'ennuyait car chaque petite étape prouvait que je n'avais pas exagéré. À la fin de l'appel, j'ai demandé si tout le monde avait ce dont il avait besoin. Mon père a dit oui. Ma mère a chuchoté merci. Mon frère n'a rien dit. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué leur numéro pendant 7 jours. La paix a été immédiate et étrange. J'ai dîné sans vérifier si quelqu'un avait besoin d'une réinitialisation de mot de passe. J'ai travaillé sans que ma mère me demande si je travaillais vraiment. J'ai dormi sans entendre mon frère me traiter de parasite. Mais le silence ne signifie pas que rien ne se passe. Cela signifie simplement que vous n'êtes plus assez proche pour absorber le souffle de l'explosion. La première mise à jour est venue de ma cousine Lena Bradford. Elle a envoyé un texto disant « Es-tu en vie ? Parce que ton nom a été prononcé au moins 40 fois depuis dimanche. » Ensuite elle a envoyé un message vocal. Mon frère avait entré son adresse de courriel professionnel au lieu de son adresse personnelle pour le transfert d'Internet. Le filtre de courrier indésirable de son entreprise a bloqué le lien de confirmation de sorte que la configuration s'est bloquée et la nouvelle date d'installation a été repoussée de 5 jours ouvrables. Il a dû prendre un autre appel virtuel depuis sa voiture dans le parking d'une épicerie et à mi-chemin la batterie de son ordinateur portable s'est épuisée. Son patron Victor Ramsey lui a dit que le chaos personnel n'était pas une excuse pour une mauvaise gestion des clients. Pendant des années on m'avait dit que sa vie était importante et que la mienne était flexible. Maintenant sa vie devait s'adapter aux petits échecs administratifs que j'avais l'habitude de prévenir chaque semaine. Ensuite ma mère a commandé le mauvais forfait de télévision par câble et a perdu la chaîne qu'elle regardait réellement. Mon père a rendu le mauvais routeur et a dû payer des frais. L'abonnement pour l'entretien de la pelouse a facturé un mois supplémentaire car personne n'a lu la politique de préavis de 30 jours. L'application des caméras de sécurité les a verrouillés après trop de tentatives infructueuses. Lena a dit que ma mère a craqué. Fiona n'a jamais eu autant de mal avec ça. Mon frère a répondu « Alors peut-être que Fiona n'aurait pas dû se rendre si indispensable. » Cette phrase expliquait tout. Il ne reprochait pas le fait d'avoir besoin d'aide. Il reprochait le fait que la personne qui les aidait était quelqu'un qu'ils avaient décidé d'être inférieur à eux. Pendant ce temps ma propre vie a commencé à s'ouvrir. La proposition de restaurant que j'avais envoyée le matin de l'appel de panique s'est transformée en un contrat de 3 mois avec un groupe hôtelier à Minneapolis. Ils avaient besoin de quelqu'un pour coordonner les campagnes sociales et les courriels des fournisseurs et les calendriers de marquer les mises à jour de fidélité des clients. Fondamentalement ils avaient besoin de la même organisation invisible dont ma famille s'était moquée sauf qu'ils étaient prêts à payer pour cela. Kelsey m'a serré dans ses bras si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Elle m'a dit que je pouvais rester avec elle jusqu'à ce que je trouve mon propre appartement. Pour la première fois depuis la perte de mon emploi en agence je me suis demandé si je n'avais pas pris de retard. Peut-être avais-je juste été piégé dans une maison où personne ne voulait que je grandisse à moins que ma croissance ne leur serve. Une semaine plus tard j'ai débloqué ma famille. Mon père avait laissé un court message vocal disant qu'ils essayaient de comprendre les choses et qu'il espérait que j'étais en sécurité. Ma mère n'en a laissé aucun. Mon frère a envoyé un courrier électronique sans objet. Tu ruines cette famille. Je l'ai lu sur le comptoir de la cuisine de Kelsey puis j'ai tapé une phrase. Non Derek, j'ai arrêté de la gérer gratuitement. Le lendemain matin Lena a de nouveau envoyé un texto. Tu ferais bien de t'asseoir. J'ai pensé que c'était une autre erreur de mot de passe ou un désastre avec le câble. Ce n'était pas le cas. Mon frère avait ignoré l'avis de transfert d'assurance et cette fois les conséquences n'étaient pas seulement gênantes mais elles étaient coûteuses. Le désordre de l'assurance était le genre de problème que mon frère ne pouvait pas aplanir avec de la confiance en lui.
Cela a commencé avec la police d'assurance automobile familiale qui avait été regroupée des années plus tôt avec l'assistance routière et quelques paramètres de paiement numérique que mes parents ne comprenaient pas. Je n'étais pas la propriétaire des voitures de tout le monde. Je ne contrôlais pas secrètement les biens de qui que ce soit. J'étais simplement la personne qui avait configuré le portail en ligne et stocké les avis de renouvellement et mis à jour la méthode de paiement quand la carte de ma mère a expiré et rappelé à tout le monde quand les documents avaient besoin de signature. Quand je me suis retiré, j'ai envoyé un avis clair. Une nouvelle méthode de paiement est requise dans les 7 jours. L'accès au gestionnaire de compte prend fin immédiatement. Veuillez contacter le fournisseur directement pour éviter toute interruption. Je l'ai envoyé à ma mère et à mon père et à mon frère. Mon père a admis plus tard qu'il l'avait vu et supposé que ma mère s'en était occupée. Ma mère l'a vu et a supposé que mon frère s'en était occupé. Mon frère l'a vu et a décidé que c'était un autre de mes petits documents dramatiques. Personne ne s'en est occupé. Le premier paiement a échoué. Puis est venue la période de grâce. Ensuite est venu l'avertissement d'expiration. Les courriels sont allés dans la boîte de réception du nouveau compte que mon frère avait créé mais qu'il n'a jamais vérifié car il a mal orthographié l'adresse de récupération et a décidé qu'il le réparerait plus tard. Plus tard est arrivé dans le parking d'une clinique privée à 30 minutes au nord d'Indianapolis où mon frère était allé rencontrer un client potentiel après avoir déjà raté l'accord avec l'hôpital. Selon Lena, il reculait d'un espace restreint tout en étant lors d'un appel main libre avec son patron quand il a accroché le pare-choc d'un véhicule utilitaire sport garé. Personne n'a été blessé. Les dégâts n'étaient pas dramatiques mais le moment était parfait de la pire façon possible. Quand il a essayé d'afficher la carte d'assurance, l'application ne se chargeait pas. Quand il a appelé le fournisseur, ils lui ont dit que le problème de paiement n'avait pas été résolu et que la couverture avait expiré. Il a tellement crié qu'un employé de la clinique est sorti. Ensuite il a dû appeler mon père. Puis ma mère. Ensuite tout le monde a apparemment prononcé mon nom. Mon frère leur a dit que je l'avais piégé. Ma mère a essayé de le croire pendant environ 10 minutes. Puis mon père a trouvé le dossier imprimé que je leur avais donné au café. Page 4. Transfert du portail d'assurance. Date limite de paiement. Numéro de téléphone du fournisseur. Avertissement en lettres grasses. Je le sais car mon père m'en a envoyé une photo avec un seul message. Tu nous l'avais dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je voulais qu'il souffre mais parce que j'avais besoin d'un moment pour absorber ce que cela faisait pour quelqu'un de ma famille d'admettre que j'avais eu raison sans ajouter de mais. Les retombées ont été laides. Mon frère a dû payer la réparation de sa poche jusqu'à ce que le problème de couverture soit réglé. Sa prime a augmenté après le rétablissement de la police. Son entreprise a exigé une explication écrite car il était en route pour une réunion avec un client et avait utilisé l'incident pour retarder le rendez-vous. Victor Ramsey n'a pas été compatissant. Il a dit à mon frère que réussir dans les ventes exigeait d'être fiable en dehors de la salle de conférence également. Cette phrase a fait son chemin à travers la famille comme des commérages trempés dans de l'essence. Le fils prodige avait été prévenu par sa petite sœur au chômage et avait ignoré l'avertissement et avait créé un problème coûteux puis avait essayé de la blâmer. Ma mère m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre mais quelque chose dans le texto précédent de mon père m'a rendue curieuse. Sa voix était différente et plus petite. Fiona a-t-elle dit « J'ai besoin de te demander quelque chose ». J'ai dit « Si cela concerne le portail d'assurance, appelle le fournisseur ». Non, a-t-elle dit rapidement. Ce n'est pas cela. Puis elle est restée silencieuse pendant si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement elle a dit « Est-ce que nous avons vraiment mis tout cela sur tes épaules ?» C'était une question si étrange que j'ai ri une fois non pas parce que c'était drôle. Oui, ai-je dit. Vous l'avez fait. Elle a chuchoté qu'elle n'avait pas réalisé à quel point il y en avait. Je lui ai dit que c'était le problème. Elle ne réalisait pas parce qu'elle n'avait pas à le faire. J'étais le rappel et la gardienne des mots de passe et la surveillante des factures et la lectrice des formulaires et la gestionnaire des calendriers et la plante du service client et la personne qui s'assurait que la vie de tout le monde semblait fluide. Et en retour j'étais traité comme une invitée qui avait abusé de l'hospitalité. Elle a commencé à pleurer doucement, ce qui était rare pour elle. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. C'était nouveau pour moi. J'ai laissé le silence faire place à la vérité. Elle a dit « Je suis désolé que nous t'ayons rendu responsable de choses que nous aurions dû gérer nous-mêmes. » J'ai dit « C'est une partie du problème. » Elle a pris une inspiration.
J'ai dit j'ai aussi besoin que tu comprennes que la pire partie n'était pas les factures. C'était de rester là pendant que ton fils me traitait de parasite et de réaliser que tu étais d'accord avec lui. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé de t'avoir fait sentir remplaçable. C'était la première excuse qui ne ressemblait pas à une clé essayant de déverrouiller mon travail. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots se poser. Cela n'a pas tout réparé. Cela n'a pas effacé l'allée ni les sacs ni le regard froid sur son visage ni le silence de mon père. Mais c'était assez réel pour que je ne le rejette pas. J'ai dit merci de l'avoir dit. Je ne reviens toujours pas. Elle a répondu qu'elle le savait. Les excuses de mon frère sont arrivées 2 jours plus tard par courrier électronique. La première moitié ressemblait à quelque chose copié d'un modèle de résolution de conflits d'entreprise. Il a dit que les émotions étaient vives. Il a dit qu'il regrettait la situation. Il a dit que des erreurs avaient été commises. J'ai failli l'effacer. Puis j'ai atteint la dernière ligne. Je t'ai traité de parasite parce que j'avais besoin de me sentir supérieur à toi. C'était cruel et j'avais tort. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Pour une fois, il n'avait pas blâmé le stress ou le mauvais moment ou mon attitude. Il a nommé ce qu'il a fait. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai sauvegardé le courrier électronique dans un dossier appelé Limite. Non pas parce que je voulais le relire toutes les nuits mais parce qu'une partie de la guérison consiste à garder des preuves pour la version de vous-même qui pourrait plus tard se demander si c'était vraiment si grave. Ça l'était et maintenant même lui l'avait mis par écrit. À peu près à la même époque, Léna m'a dit que mon frère avait embauché et la porteur une courtière en assurance et consultante en finances domestiques pour démêler les comptes. Elle facturait à l'heure. Ma mère s'est plainte que Fiona avait l'habitude de faire cela gratuitement. Et mon père, apparemment fatigué de faire semblant, a dit que c'était justement le problème. Quand Léna m'a dit cela, je suis resté très immobile. Parfois la justice ne ressemble pas à quelqu'un qui supplie à genoux. Parfois elle ressemble au fait que les personnes qui vous prenaient pour acquises reçoivent enfin une facture pour le travail qu'elles qualifiaient de rien. À ce moment-là, j'avais accepté le contrat à Minneapolis. Kelsey m'aidait à chercher des appartements de type studio. Ma vie avançait. Et pour la première fois, le chaos de ma famille ne ressemblait pas à une corde autour de ma cheville. Je renifle. Cela semblait lointain comme le tonnerre d'une tempête dont j'étais déjà sorti. J'ai déménagé à Minneapolis un samedi matin gris avec 2 valises et 3 boîtes et une plante que Kelsey disait impossible à tuer. Mon nouvel endroit n'était pas luxueux. C'était un petit studio avec de vieux planchers en bois franc et une cuisine étroite et un radiateur qui cliquetait comme s'il avait des opinions. Mais quand j'ai tourné la clé pour la première fois, je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant presque une minute entière car personne d'autre n'avait le droit de me dire de partir. Personne ne pouvait jeter mes sacs sur le porche. Personne ne pouvait me traiter de parasite dans une pièce que je payais. Le silence m'appartenait. Les premières semaines n'ont pas été magiques. La guérison l'est rarement. Je sursautais encore quand mon téléphone sonnait de manière inattendue. Je donnais encore trop d'explications aux clients par peur qu'ils pensent que j'étais paresseux si je ne répondais pas dans les 5 minutes. J'entendais encore parfois la voix de mon frère quand je prenais une pause au milieu de la journée. Mais lentement les choses ordinaires sont devenues la preuve que je construisais une vie. J'ai acheté ma propre table basse dans une friperie. J'ai mis mes factures dans des dossiers. J'ai marché jusqu'à une épicerie de quartier où le caissier a appris mon nom. J'ai travaillé avec le groupe hôtelier et j'ai découvert que mes compétences invisibles avaient de la valeur dans le monde réel. Ils m'ont remercié pour l'organisation des calendriers de campagne. Ils m'ont payé pour la gestion des délais des fournisseurs. Ils ont qualifié mon attention aux détails de force. Imaginez cela. La même chose que ma famille traitait comme un bruit de fond est devenue la raison pour laquelle des étrangers me faisaient confiance. J'ai aussi rejoint un petit atelier communautaire à la bibliothèque publique qui enseignait des compétences numériques de base pour la vie quotidienne. Des applications de budgétisation et des gestionnaires de mots de passe et des rappels de factures en ligne et l'évitement des arnaques et la compréhension des abonnements avant qu'ils ne se renouvellent. J'y suis allé car je pensais pouvoir apprendre quelque chose pour moi-même. Je suis resté car j'ai rencontré Madame Darlene Cooper, une secrétaire d'école à la retraite qui vivait dans mon immeuble et portait chaque mot de passe qu'elle possédait sur de petits bouts de papier dans son sac à main. Elle m'a dit que son petit-fils avait l'habitude de tout gérer pour elle mais il a déménagé et elle se sentait gênée de demander de l'aide.
Je me suis assise avec elle un après-midi et je lui ai montré comment régler des rappels avant que les factures ne soient dues et comment noter les numéros de contact d'urgence et comment annuler un abonnement sans panique et comment garder le contrôle de ses propres comptes. Elle m'a tapoté la main et a dit « Tu expliques les choses sans faire en sorte que les gens se sentent stupides ». J'ai dû détourner le regard pendant une seconde. C'est à ce moment-là que la leçon est devenue plus grande que ma famille. Aider les gens n'est pas le problème. Dépendre les uns des autres n'est pas le problème. Les familles et les amis et les voisins et les communautés sont censés s'entraider. Le problème commence quand l'aide devient un droit. Quand la gentillesse devient du travail non rémunéré et quand la personne qui fait le travail silencieux est moquée car son travail n'est pas assez bruyant pour impressionner qui que ce soit. Ma famille ne s'est pas effondrée parce que je suis parti. Ils ont eu des difficultés car personne ne leur avait appris à respecter les systèmes qui rendaient leur confort possible. Ils louaient les revenus mais ignoraient les responsabilités. Ils célébraient le titre de mon frère mais oubliaient le fait que l'âge adulte ne se résume pas à conclure des accords. C'est lire l'avis de renouvellement. C'est payer la facture à temps. C'est apprendre le mot de passe au lieu d'insulter la personne qui s'en souvient pour vous. Mon frère a dû apprendre cela à ses dépens. Il n'a pas tout perdu et je n'ai pas besoin de prétendre qu'il a tout perdu. Ce n'est pas un conte de fées où le méchant finit ruiné et où tout le monde applaudit. Sa punition a été plus réaliste et honnêtement plus satisfaisante. Il a perdu l'illusion qu'il était supérieur. Il a perdu une opportunité majeure avec un client. Il a perdu une prime. Il a perdu l'admiration automatique que ma mère avait l'habitude de lui accorder sans poser de questions. Il a dû payer des professionnels pour un travail qu'il qualifiait autrefois de basique. Il a dû s'asseoir en face de mon père et entendre « Elle nous avait prévenus ». Il a dû écrire les mots « J'ai été cruel » et savoir qu'ils étaient vrais. Ma mère a changé lentement mais pas parfaitement. Les personnes comme elle ne se transforment pas du jour au lendemain juste parce que la vie devient gênante. Mais elle a arrêté de m'appeler pour chaque petit problème. Elle a commencé à envoyer des textos avant d'appeler. Parfois elle envoyait un message simple comme « J'espère que ton travail se passe bien ». Père a acheté un carnet et l'a étiqueté compte de la maison et y a inscrit les dates d'échéance en lettres moulées soignées. Cette image a fait quelque chose d'étrange à mon cœur. Elle ne m'a pas donné envie de revenir vivre avec eux. Elle m'a fait souhaiter qu'ils aient appris plus tôt. Quant à moi, j'ai maintenu ma limite. Je ne suis pas redevenu le centre d'assistance de la famille. Je n'ai pas géré les abonnements. Je n'ai pas sauvé mon frère de chaque conséquence. Je répondais quand je choisissais de répondre. Je rendais visite quand je me sentais assez forte. Je partais quand je voulais partir. C'est la partie que personne ne vous dit à propos des limites. Elle ne semble pas toujours puissante au début. Parfois elle semble méchante. Parfois elle semble solitaire. Parfois vous vous demanderez si protéger votre paix vous rend égoïste. Mais il n'y a rien d'égoïste à refuser d'être utilisé par des personnes qui ne remarquent votre valeur que lorsque la perte de l'accès à celle-ci leur cause de la douleur. La valeur éducative que j'ai tirée de tout cela est simple. Mais elle m'a changé. Apprenez aux gens comment se tenir debout mais ne devenez pas le sol sous eux pour toujours. Apprenez les compétences pratiques qui maintiennent votre vie stable car l'indépendance n'est pas seulement de l'argent. C'est de la connaissance. Ce sont des dossiers. Ce sont des mots de passe. C'est savoir de quoi vous êtes responsable et respecter les personnes qui vous aident à le porter. Et si vous êtes la personne qui maintient tout ensemble discrètement, s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre travail compte même quand personne ne l'applaudit. Vos efforts ont de l'importance même quand quelqu'un les qualifie de rien. Votre valeur ne se mesure pas à votre utilité pour les personnes qui refusent de vous respecter. Parfois éteindre les lumières n'est pas une vengeance. Parfois c'est la seule façon pour que les gens voient enfin qui maintenait la maison éclairée. Alors laissez-moi vous demander ceci. Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre paix des personnes qui ne vous accordaient de la valeur que lorsque vous étiez utile? Nous espérons que l'histoire vous a offert à la fois une expérience émotionnelle et quelque chose de significatif à méditer. S'il vous plaît, souvenez-vous que tout ici est fictif et écrit uniquement pour la narration et le divertissement et la réflexion éducative. S'il y a un message à emporter avec vous, c'est que s'éloigner des personnes toxiques n'est pas perdre. Parfois c'est le premier pas vers la paix et la liberté et une vie qui vous appartient enfin.